Ici Gay Stevenson de l'Institut urbain du Canada. Je suis aujourd'hui accompagnée par mes collègues Gabriela Masfare et Naomi Wolf. Nous travaillons en partenariat avec Fondation communautaire du Canada, un organisme qui a financé des projets formidables d'appropriation de l'espace par communauté dans tout le Canada. Nous sommes vraiment heureuses de continuer à offrir ces séances sur la mobilisation pour soutenir votre travail continu dans les collectivités. Cette séance est le fruit d'une collaboration entre un de nos autres excellents partenaires, Vivre en Ville, et son collaborateur, Rue Principale, qui va mener la séance. Nous aurons aussi quelques invités spéciaux, mais je vous en dirai plus dans quelques instants. Je veux vous encourager d'inscrire votre nom dans le chat. C'est toujours pour nous un plaisir de voir d'où vous vous joindrez à nous. Pendant ces webinaires Zoom, vous pouvez nous voir, mais nous ne vous voyons pas. Il y a un petit globe terrestre en bas de votre écran qui vous permet de choisir dans quelle langue vous voulez suivre le webinaire. Sélectionnez français ou anglais. Nous espérons que vous participerez à la conversation dans le chat. Nous avons hâte de lire vos questions, les idées de ressources que vous partagerez et vos discussions. Je vous parle ici aujourd'hui de Vancouver, qui est situé sur le territoire traditionnel et non cédé des peuples salish du littoral, les nations Squamish, Tsleil-Waututh et Musqueam, dont la relation avec cette terre continue aujourd'hui. L'appropriation d'espaces publics par la communauté est essentielle à l'aide de réconciliation vers laquelle nous nous efforçons tous de tracer notre chemin pour comprendre comment honorer, respecter et soutenir les traditions ancestrales avec les communautés des Premières Nations et autochtones. Nous voici aujourd'hui abordant de nouveau l'appropriation de l'espace pour la communauté et tout ce qui rend les communautés merveilleuses. Merci de vous rejoindre à nous dans cette aventure. Comme vous le savez, l'objectif de ces séances est de vous donner l'occasion d'entendre parler les gens qui renforcent les communautés, les dirigeants locaux, les urbanistes, les activistes et les spécialistes de l'espace public, ainsi que l'occasion d'être inspirés, de partager des connaissances et des histoires. Afin que cette séance soit aussi interactive que possible, nous partagerons avec vous un document grâce auquel nous pourrons nous connaître. Merci d'indiquer les raisons que vous emmènent à cette séance aujourd'hui. N'hésitez pas d'indiquer aussi les liens de vos projets et à vos organisations dans le document. Vous pouvez également appuyer le groupe en ajoutant les liens et des guides ou sites de ressources utiles en ligne. Avant de présenter la séance aujourd'hui, j'invite Michel Bridget de Fondation communautaire du Canada à vous dire quelques mots de la part de l'équipe des fondations communautaires. À toi, Michel. Et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Je me trouve sur le territoire non cédé des peuples algonquins Anishinaabe en Ottawa. En tant que personne à l'ascendance mixte, issue à la fois d'immigration récente et de la colonisation profondément ancrée dans l'histoire, je m'efforce constamment d'en apprendre davantage sur le passé et le présent et d'agir davantage pour la réconciliation et l'avenir.
Alors aujourd'hui, c'est toujours excitant d'apprendre les façons créatives et constructives par lesquelles les gens sont conduits à se rapprocher. La séance d'aujourd'hui sur l'identité de l'appropriation de l'espace public pour la communauté promet d'être une formidable occasion d'apprendre de nos partenaires et de leurs projets, et j'ai très hâte de m'instruire en même temps que vous. Alors, merci et bonne séance. Alors, de quoi traite cette séance? La séance d'aujourd'hui traite de la découverte de l'identité d'un lieu et des façons dont les projets d'appropriation de l'espace public peuvent promouvoir et enrichir un sentiment d'appartenance attirant les gens vers l'espace public. Cette séance sera menée par Olivier Legault de Rue Principale. Conjointement avec Rue Principale, nous profiterons de la participation de 3 coordinateurs de projets financés par l'Initiative pour les collectifs en santé. Claude Wouthier de Trace Art Visuel, Mathieu Vallée, Fondation Nouveau Sentier et Paula Chapdelaine de l'YMCA du Québec. Je crois que c'est tout pour nous pour le moment. Alors, à toi maintenant, Olivier. Bonjour, merci Guy, bravo pour ton beau français. donc, bonjour, mon nom est Olivier Legault, donc je travaille pour Rue Principale. Rue Principale qui est une organisation qui travaille au dynamisme des cœurs de collectivité. Donc, les cœurs de collectivité, ce qu'on veut dire par là, c'est les centres-villes, les cœurs de quartier ou les noyaux villageois. Donc, on travaille depuis partout au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario, donc essentiellement dans des milieux francophones. Et notre démarche, elle s'articule vraiment autour de la mobilisation de la communauté, de la concertation, dans le but d'avoir un centre-ville qui est non seulement convivial, bien aménagé, attrayant, où on rénove le patrimoine, mais également d'en faire un pôle où il y a une concentration de commerce, une diversité de commerce qui répond aux besoins de la population. Et qui est aussi une façon de se mettre en marché, de créer de l'animation, de rejoindre nos publics cibles. Donc, il y a toute une notion aussi de marketing qui est importante dans tout ça. Alors, je vais partager mon écran pour vous parler finalement de 3 différents projets sur lesquels on a travaillé très récemment qui parle de ce thème-là, qui est les espaces publics et l'identité à la recherche de l'esprit du lieu. L'esprit du lieu, pour nous, c'est un peu l'élément qui fait en sorte qu'on sent que le lieu a une âme et une âme qui est inclusive, qui vient rejoindre finalement les gens qui partagent un territoire donné. Donc, vous allez voir qu'on travaille beaucoup sur l'hiver, entre autres, parce que justement, l'hiver est un élément identitaire fort qui réunit tout le monde qui le vit. Donc voilà. Puis pour bien vivre l'hiver, on croit qu'il faut lui donner un petit côté magique, un petit côté où on se raconte des histoires, où on partage des lieux communs. Donc ici, vous avez une petite scène à Verdun, à Montréal, où c'est un petit parc à côté du presbytère, où c'est une soirée de contes irlandais. Donc, il y a un côté irlandais très fort à Verdun. Puis tout le côté des contes irlandais est quelque chose qui peut unir les gens. On crée une petite ambiance, il y a une soirée de contes, ça réunit différentes familles, puis ça s'intègre à d'autres activités qui bordent la rue Wellington. On voit un peu la magie qui émane de tout ça, puis le côté plus communautaire également. Donc, excusez pour la qualité de la photo, du graphique, mais finalement, quand on parle de sens du lieu, qu'est-ce qu'on veut dire? Ben, finalement,
la différence entre un espace et un lieu, ou a space and a place en anglais. Donc, c'est tout finalement, oui, le côté physique de la place, la forme de l'espace, comment il est aménagé, les activités qu'on y planifie, mais aussi tout le rapport émotif qu'on accorde à cet endroit-là, qu'est-ce qu'il signifie dans notre vie, tout le ressenti qu'il permet. Donc c'est finalement le mélange quel rôle ce lieu-là va jouer dans notre vie du quotidien et qu'est-ce qu'il va le représenter pour nous. Donc, si on est tombé en amour dans un espace public en regardant un spectacle de musique, ben, on ne va plus jamais regarder cet espace-là de la même manière. On va avoir vécu quelque chose de spécial, puis quand on va voir cette place-là, même si c'est au mois de mars, puis que tout est en boue, on va quand même avoir cet élément-là additionnel qui fait en sorte qu'on va avoir un attachement émotif à la place. Donc, le sens du lieu, finalement, réfère à ces différentes dimensions-là. Puis, bien entendu, le côté physique va avoir un aspect sur les microclimats. Donc, quand on insère les notions de confort et de design avec le climat et avec la météo, bien, ça va avoir aussi un impact sur le sens du lieu, sur notre ressenti par rapport à l'espace. Donc, on a 3 projets finalement qui ont eu des approches quand même un peu différentes pour essayer d'aller à la rencontre de ce sens du lieu-là pour une communauté. Et puis d'essayer de miser là-dessus, de faire un levier sur le sens du lieu pour faire en sorte qu'on soit plus connecté à notre quartier et à notre communauté. Donc, en premier, on vous amène à Arvida. Arvida, c'est une ville au Saguenay, qui est un petit centre-ville d'une ville industrielle, qui veut devenir, qui est en chemin pour avoir la reconnaissance de l'UNESCO comme au patrimoine mondial. Donc, c'est une ville qui a vraiment qui est bâtie en, je pense, 180 jours ou quelque chose comme ça, vraiment pour l'usine d'aluminium de l'Alcan qui est là. Et puis, il y a un petit centre-ville qui est finalement sur la droite, là, sur la photo. On ne le voit pas tout à fait. Là, on voit juste les premiers bâtiments, mais qui est vraiment un petit centre-ville charmant de ville industrielle, mais qui est plein de potentiel aussi, là, mais qui est bien utilisé par la ville. Donc, on a une ville où l'aspect patrimonial est très important, où il y a une tradition littéraire aussi qui est liée à l'identité de la ville. Et donc, nous, on était là au début pour imaginer une stratégie de vitalité hivernale. Donc, vous voyez, c'est une carte du centre-ville. On avait le Square Davis qui est en face de la bibliothèque, autour desquels il y a beaucoup de commerces, puis une espèce de petit parc central. Et puis, un petit peu en retrait, bien, il y a le foyer des loisirs où on retrouve la bibliothèque, pas la bibliothèque, excusez-moi, la patinoire, il y a une école de musique. Donc, c'est un lieu d'activités sportives et communautaires et culturelles. Et en face de ça, bien, il y a le parc du foyer des loisirs où il y a un grand anneau de glace avec une petite pergola. Et donc, l'objectif était de créer un réseau d'ambiance hivernale où on lie le secteur qui est plus commercial au secteur qui est plus communautaire et sportif. Et donc, on se posait des questions au début, comment qu'on crée ce lien-là, puis que ça soit agréable, puis que ça fasse marcher les gens, puis qu'ils profitent de tout ça. Donc, on commençait à imaginer plein de petites fonctions avec des jeux d'hiver, des concepts de mise en lumière, des appels paysagers qui se répéteraient. Des petites glisses, des murs de neige, des foyers. On voyait essayer de reprendre ces éléments de design-là, d'en faire des espèces de petits passages à travers lesquels on passerait pour essayer de bonifier l'ambiance de patinage. Et puis finalement, on en parle au comité du centre-ville d'Arvida, le comité de citoyens et de commerçants et de représentants de la ville avec qui on travaille. Et puis eux nous disent, c'est pas tout à fait ça, Arvida. Là, on est un peu trop dans le... Il faut trouver un filon identitaire un peu plus, qui marche mieux avec l'endroit. Et donc, en reprenant quand même quelques-unes des idées, là, c'est là qu'on a voulu créer, qu'on a entré en contact finalement avec une organisation qui
qui réunit les auteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et il y a 5 contes qui ont été écrits, rédigés. Et finalement, les consignes qu'on donnait à ces auteurs-là, c'est des auteurs professionnels qui sont publiés professionnellement, qui les ont écrits. Mais les consignes qu'on leur donnait, c'est faut que votre conte parle d'Arvida, idéalement de son centre-ville, et de l'hiver. Il faut que l'hiver soit présent d'une manière ou d'une autre. Et donc, ces 5 contes-là ont été écrits. Il y avait les contes d'hiver d'Arvida, donc le tunnel d'Hervé Bouchard, qui était, bon, faut pas trop leur dire, mais je pense que c'était vraiment un de mes préférés. Et puis, donc, Le peintre et l'ours de Laurence Ouellette Tremblay, qui était plus fictif. L'érable d'aluminium, donc c'est par Charles Sagalan, qui était l'histoire d'un érable d'aluminium qui avait poussé, puis tout le monde ne savait pas qu'est-ce qui se passait. C'est une ville qui est quand même orientée autour de l'aluminium. Les Sentinelles de Sainte-Thérèse, donc c'est une histoire qui est plus orientée vers l'histoire de 2 jeunes qui vivent à Arvida. Puis Le match des étoiles, qui réfère qui est inspiré d'une histoire réelle où les anciens Canadiens avaient joué contre une équipe locale de joueurs de hockey d'Arvida. Donc, c'est vraiment aussi un très bon texte. Et donc, l'idée, c'était de créer des espèces de passages à travers lesquels les contes seraient là, qu'on les met en espace, qu'on leur donne, qu'on les met en... c'est comme si on matérialisait le conte. Puis, il y a des grandes affiches à travers lesquelles les contes étaient écrits, puis il y avait des soirées de lecture publique avec les auteurs. Et donc, c'était un peu ce qui se passait. Et donc, vous voyez un peu les inspirations à la gauche. On voyait quelque chose de très coloré, ludique, puis la réalité budgétaire et de temps qu'on avait amené à une matérialisation de ces concepts-là qui étaient beaucoup plus humbles que nos ambitions initiales. Mais quand même, c'est quelque chose qui se bâtit puis qui va se développer avec le temps, qui peut être renouvelé. Il y avait même des partenariats avec l'école de musique qui voulait créer de la musique sur ces contes-là, qui voulait les mettre en musique finalement. Donc, c'est un projet finalement qui a trouvé son nid parce que justement, à travers le processus, il y a eu ce moment-là où on devait plus se coller à l'identité arvidienne qui est plus culturelle, qui est plus patrimoniale, où l'aspect mythologique et littéraire prend de l'espace. Donc, c'était très intéressant de travailler là-dessus, de voir l'évolution de ce projet-là. Sinon, on s'en va dans le Vieux-Gatineau, donc à l'ombre du moulin dans le Vieux-Gatineau. Donc, là, on avait un mandat pour créer aussi un parcours hivernal, là. Donc, on parle de parcours hivernal souvent parce qu'il faut marcher en hiver. Donc, l'idée générale est de mettre en valeur le côté hivernal de plusieurs types d'espaces et de les lier à travers un parcours. Et donc, il y a justement un Bernard Lacroix dans le Vieux-Gatineau qui avait écrit le livre À l'ombre du moulin, qui raconte son enfance, donc dans la première moitié du 20e siècle, qui était lié, finalement, ce quartier-là est né de l'usine où il a vraiment connu une grande croissance, puis c'est développé par les ouvriers de l'usine de pâte et papier qui est en plein centre-ville. Et donc, qui avait énormément d'impact sur non seulement le mode de vie de ce quartier-là, mais de l'environnement sonore, de l'environnement visuel, bien entendu, des matériaux qu'on retrouvait, des modes de vie aussi qui étaient rythmés par les sons du sifflet de l'usine. Donc, l'idée, finalement, aussi, avait beaucoup de fanaux lumineux qui étaient positionnés dans la rivière pour guider le passage des bateaux qui amenaient le bois. Donc, l'idée, c'est de jouer avec ces éléments-là qui constituaient la genèse, finalement, du Vieux-Gatineau et de leur donner un côté beaucoup plus artistique, plus installation urbaine, puis de prendre ces fanaux lumineux-là qui guidaient les bateaux pour marquer un parcours qui lie à différents types d'espaces. Et donc, on voulait mettre en valeur la place du souvenir, qui est essentiellement une place orientée autour d'un cénotaphe, donc d'hommage aux anciens combattants, au parc La Victoire, qui est un parc un peu plus de quartier,
au triangle Kanipko, qui est la rue Kanipko et la rue qui mène directement à l'usine. Puis la place Notre-Dame, où il y a un marché public, où il y a une petite salle de spectacle. Donc, de lier ces différents secteurs-là de la ville selon leur vocation. Donc, la place du souvenir, qui est un lieu beaucoup plus solennel, on voyait un peu une expérience un peu plus abstraite de mise en lumière, qui joue sur des tissus qui se promènent à travers le vent. C'est une place qui est un peu plus venteuse. Et donc, c'est un peu comme une place où on rentre dans le côté un peu plus, le vécu plus difficile, la dure labeur des ouvriers, mais aussi qui marche avec le côté des anciens combattants qui est associé à cette place-là, pour que cette place-là est très chère. Donc, c'est plus un sensoriel comme expérience et finalement, ça initie le parcours. Donc, pour aller au triangle Kanipko et dans le parc, où là, on recréait plus les éléments de la vie, donc inspiré en bas des warming huts de Winnipeg, où on essaie de recréer qu'est-ce que c'était les villes des ouvriers dans ce temps-là, avec des expositions de photos qui recréent un peu le passé, mais en même temps qui migre vers qu'est-ce que le quartier est en train de devenir. Actuellement, c'est un quartier un peu plus défavorisé, mais quand même avec beaucoup de créateurs qui sont là. Donc, essayer de cerner la réalité de ce quartier-là et d'offrir aussi des espèces de scènes où les enfants peuvent venir s'amuser. Puis d'arriver à la place du marché où là, c'est plus finalement la rencontre de ce quartier-là. Historiquement, c'est une place où les gens se rencontrent en communauté. Donc, d'essayer de venir placer, faire un moment fort de cette place-là avec une offre récréative plus familiale et des rendez-vous hebdomadaires où on sort de la musique, où on sort les petits feux, où on peut vendre du vin chaud et des chocolats chauds et tout ça. Donc, ça place la rue Notre-Dame au cœur de tout ça. Donc, dans ce cas-ci, on s'inspirait vraiment de la genèse, de la raison d'être avec l'usine de pâte et papier, mais aussi de reprendre les éléments qui peuvent être tirés de ça et de les rendre plus créatifs, mais également de voir comment le quartier évolue, où il s'en va à travers ces différentes installations. Sinon, une dernière petite histoire, c'est les oiseaux de Potton. Là, on est dans un petit village, Potton, dans les cantons de l'Est. C'est peut-être 1500 habitants, c'est pas très grand. Mais il y a un parc dans le milieu de ce village-là qui est magnifique. Et puis, dans le fond, là, on était vraiment plus dans une démarche où on était en recherche identitaire. Donc, on fouillait les documentations, tout l'art qui avait été écrit sur la ville, sur le village, mais également à partir du village. On se rendait compte qu'il y avait des sculpteurs, un sculpteur Abénaki qui était particulièrement actif, qui avait donc tous les ouvrages, la revue du patrimoine qui était très active aussi. Et puis, à un moment donné, dans ces recherches-là, ça, c'est un projet qu'on fait avec la firme de design, l'atelier de design en temps et lieu. Et c'est Stéphanie dans temps et lieu qui faisait ces recherches-là. Puis, elle est tombée sur un conte Abénaki qui parlait qui est nommé Les oiseaux. Et puis, en gros, ce conte Abénaki-là, c'est essentiellement une manière d'apprendre aux enfants à reconnaître les oiseaux, les différents éléments de la nature. Donc, il y a quelque chose de très universel là-dedans et qui marchait énormément avec l'identité de la ville, selon ce qu'on avait compris avec le travail avec le comité de citoyens et de commerçants et de gens de la ville avec qui on travaillait, qui était finalement c'est un village qui veut vivre en harmonie avec la nature, qui est très communautaire, puis qui a clairement une sensibilité par rapport à ces relations avec les Premières Nations en général, et dans ce cas-ci, les Abénakis. Donc, on propose au comité, est-ce que vous voulez qu'on essaie de tendre une perche à la communauté abénakise pour mettre en valeur le conte, leur légende, puis en faire quelque chose d'un peu plus grandiose? Puis justement, il y avait le sculpteur Abénaki qui habitait Potton, qui pouvait servir de courroie de transmission. Donc, c'est quelque chose qui a été fait. Et puis, donc, on est entré en contact avec eux autres, à la communauté d'Odanak.
Et puis, au début, ils ne comprenaient pas trop ce qu'on voulait faire. Puis une fois qu'ils ont compris qu'on voulait vraiment mettre en valeur cette culture-là, cette légende-là, à être d'une manière très bienveillante, ils nous ont appuyés à choisir les bonnes illustrations, comment qu'on allait montrer ce conte-là. Puis finalement, quand ils ont de plus en plus embarqué dans le projet, puis finalement, le grand chef Abenaki voulait venir faire des sessions d'apprentissage où il viendrait raconter le conte, puis parler de la culture abénakise aux élèves de l'école, puis qu'il y ait des soirées qui servent d'animation comme ça. Donc c'est ça. En gros, ouais, notre projet, c'était de transformer là, des lanternes, des kiosques de musique en lanternes. Et puis, on s'est inspiré de ce conte-là. Et puis, ça menait à. C'est comme si on mettait des panneaux, là, on créait des panneaux chaque côté du gazebo, du kiosque à musique, qui était rétro-éclairé, puis qui racontait encore une fois le conte. Donc, ça, c'est l'histoire du créateur qui dessine les oiseaux. Puis c'est ça que ça faisait en gros. Donc, chaque plan que vous voyez là, finalement, c'est comme s'il y avait différents plans à l'image qui ont une différente luminosité. Donc, ça donne de la profondeur là, aux scènes du conte. Et puis, il y avait le jeu pour repérer les oiseaux, justement. Et donc, des oiseaux qui étaient, tous les oiseaux qui étaient nommés dans le conte, on les cachait dans le parc. Puis, il y avait ce jeu-là pour que les enfants trouvent les oiseaux et soient capables d'apprendre à les identifier. Donc, c'est un peu comme l'objectif du conte, finalement. Donc, voilà. Donc, ça fait trois petits exemples de comment on essaie de révéler l'identité et de prendre d'emprunter ce filon-là pour créer un espace qui va chercher la communauté, qui essaie d'aller chercher une fibre. On n'est vraiment pas en train de dire que c'est des projets qui sont parfaits, mais c'est nos tentatives pour y arriver. Alors, bien humblement, on vous les présente. Nous, donc, maintenant, on passe plus à la période où on va discuter avec Claude Vautier, Mathieu Vallet et Paola Chapdelaine. Et puis, eux autres vont pouvoir aussi nous parler de leur projet qui ont été financés par l'Initiative pour les collectivités en santé. Donc voilà, bienvenue pendant qu'ils arrivent. Donc, pour mettre la table, Claude, Mathieu et Paola, dans un premier temps, là, on vise une réponse à environ 3 minutes. On voulait savoir là, comment vous pouvez nous décrire les projets qui vous animent, vos projets respectifs, et la manière dont vous avez traité l'identité du lieu dans ces projets-là. Donc, on va commencer par Claude, peut-être. Bien, en fait, nous, bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici en premier. Merci, merci Olivier. Très belle présentation. J'étais même pas au courant qu'il y avait un projet à Gatineau et c'est de là que je suis naturellement. Donc, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler en finale. Le projet dont Trace Art Visuel est responsable, c'est un projet qui vise à aménager un espace de rassemblement dans le site de Chamboisé qui appartient à la municipalité de Lange-Gardien dans l'Outaouais. Donc, c'est vraiment un projet qui se veut être un centre d'intérêt. Le site de Chamboisé, c'est un site absolument magnifique qui est un site naturel et qui a vraiment une énergie qui est difficile à décrire. Même si je passais 20 minutes à vous décrire l'énergie, là, vous ne pouvez pas le sentir tant que vous n'avez pas visité Chamboisé. Il se passe de quoi quand on entre à Chamboisé, on sent une énergie absolument extraordinaire de ce lieu-là. Donc, le but, c'est d'habiter ce lieu-là. C'est un lieu présentement où on peut faire de la randonnée pédestre ou faire de la raquette, du ski de fond, ces choses-là, mais il n'est pas vraiment aménagé. Donc, nous, on a un projet global qui s'appelle le projet de Sentier des Arts et on veut vraiment s'approprier le milieu pour que les gens puissent venir à Chamboisé et se rassembler à un endroit principal qui va être le début de ce fameux projet-là grandiose de Sentier des Arts et qui va être également le début de la visite de Chamboisé, si vous voulez. Donc, c'est un peu ça, comment on s'approprie le lieu et en faire une place où que les gens sont très fiers de l'Ange Gardien de cet endroit-là. Mais l'Ange Gardien, c'est une place qui est un très vaste territoire. Il y a environ 4000 habitants à l'Ange Gardien et ça devient un peu leur centre d'intérêt, un endroit où les gens vont pouvoir se réunir pour être capables d'être ensemble et de faire toutes sortes d'activités. Quelle forme d'art vous visez
vous voulez intégrer dans cette expérience-là? En fait, le projet de Sentier des Arts comme tel, c'est un projet qui vise à installer de 10 à 15 sculptures monumentales sur place au cours des 5 prochaines années. Donc, ce projet-là est déjà en marche. C'est une initiative qui a commencé il y a 2 ans et on a engagé une firme experte dans le développement du territoire pour nous dire, OK, voici l'intention. On voudrait développer Chamboisé par les arts et la culture. De quelle façon on peut développer ça? Et on avait à ce moment-là l'idée d'installer des sculptures monumentales. Le territoire est très vaste, donc on voulait vraiment que les sculptures aient un impact significatif dans le territoire. On ne voulait pas installer des petites sculptures que les gens ne verraient pas. Donc, c'est vraiment des sculptures monumentales et on a fait appel aux artistes pour créer ces sculptures-là. Et à chaque année, on installe de 2 à 4 sculptures. Là, on a déjà 2 d'installés en 2021, on va en avoir 4 en 2022 et il y en avait déjà sur le site. Donc, à la fin de 2022, on aura une dizaine de sculptures qui vont être installées un peu partout sur le site. Est-ce que je peux partager mon écran, Olivier? Je crois que oui, sinon je vais demander Okay. de l'aide à Naomi. En fait, oui. En fait, je pense que oui, c'est ça. Okay. Juste pour vous donner une idée là, on voit ici, là, dehors Gatineau, Ottawa, ici. On voit la municipalité de l'Ange-Gardien. On voit Chamboisé, là, qui est un tout petit point ici dans l'espace. Donc, c'est à cet endroit-là que c'est situé, tout près d'environ 30-35 minutes de Gatineau et près, naturellement, de Ottawa. Donc, là, il y a un potentiel de population énorme et de visiteurs énormes à Chamboisé. Mais le but initial, c'est vraiment que la municipalité de l'Ange-Gardien puisse s'approprier de ce lieu-là. Puis ici, je vous montre une vue aérienne de Chamboisé et tous les carrés que vous voyez, c'est le résultat de l'étude qui a été faite par la firme Enclume et on peut voir où on va installer des sculptures monumentales. Donc, on voit, il y en a en mauve ici, 1 et 4 sont déjà installés, 3 et 2 sont en cours d'installation. Il va y en avoir 4 autres qui vont être installés un peu partout au cours de l'année 2022. Ici, en rouge, maintenant, j'en arrive à discuter le fameux projet qui a été subventionné par l'initiative des communautés en santé, parce que l'initiative des communautés en santé n'a pas subventionné le projet de Sentier des Arts comme tel. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une demande pour installer un endroit de rassemblement, un endroit rassemblant où les gens pourraient se réunir pour qui est le début un peu du Sentier des Arts. Et les 4 carrés que j'ai montrés ici, c'est vraiment les endroits potentiels où on va installer cet endroit-là, qui va être un espace d'environ 40 pieds par 40 pieds. Et on n'a pas encore décidé, on attend que la neige fonde pour vraiment aller déterminer à quel endroit ça va être installé. Et l'intention, c'est d'installer vraiment du mobilier urbain, très moderne, dans cet endroit-là. Pour que les gens, on ne veut pas installer juste des bancs de parc ordinaires, on veut vraiment que ce soit un endroit qui soit beau, qui soit approprié, que les gens veulent aller s'asseoir et puissent participer. Puis là, je donne un exemple de qu'est-ce qui a été commandé. Avec la subvention qu'on a eue, la subvention qu'on a eue nous permet vraiment d'acheter ce mobilier-là. Et c'est ce mobilier-là qui va être installé. On peut voir ici de quoi la place va avoir l'air, donc des bancs en rond. Qui vont être installés dans un endroit central, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, c'est essentiellement ça le projet de sentier, de place de rassemblement qui a été subventionné par l'initiative des communautés en santé. Merci, Claude. C'est super intéressant. On aura l'occasion d'y retourner. Paola, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu de ce qui se passe par chez vous? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Paola. Je travaille pour le YMCA de Pointe-Saint-Charles, donc à Montréal. En fait, je travaille pour un programme de réappropriation des espaces publics, surtout auprès de populations vulnérables via l'aménagement et le verdissement. Donc, nous, en fait, on travaille, on a pris le parti, comme il s'agit d'un projet vraiment sur quelques mois, donc on est quand même assez limité dans le temps, de chercher à améliorer les milieux de vie vraiment immédiats des habitants à travers des mesures réellement simples et participatives. Donc, en fait, on a l'idée de rejoindre les citoyens en leur mettant à disposition nos outils, nos ressources pour développer ensemble des projets qui leur ressemblent et qui seraient idéalement vraiment, quand on dit les milieux de vie immédiats, on parle vraiment de leur rue, par exemple.
Donc, en fait, dans le cadre de notre programme, on cherche à pousser des concepts assez innovants auprès des autorités publiques et qui nécessitent quand même des réflexions sur le point réglementaire, etc. Donc, par exemple, on va parler de rue ludique, on va parler de rue école. Donc, c'est des zones qui sont quand même assez réglementées. Donc, en fait, on fait tout ce travail j'ai presque envie de dire de lobbying, mais pas au sens négatif du terme, de dire, voilà, on cherche à pousser des concepts vraiment novateurs dans le but de proposer des nouveaux milieux de vie aux gens, des milieux de vie qui soient plus naturels, qui soient plus agréables pour les résidents. Donc, on a une partie de ce travail-là en lien avec notamment l'arrondissement du Sud-Ouest de Montréal, pour évoquer ces sujets-là. Donc, c'est quand même vraiment une chouette initiative dans le sens où au Bureau de la transition écologique, il y a quand même une belle ouverture sur les projets qu'on propose. Ce sont les mêmes personnes avec lesquelles on était en contact pour le programme Ruelle verte auquel je travaillais pendant quelques mois auparavant. Et donc, la façon dont on traite cette notion d'identité sur ces lieux-là, en fait, c'est principalement à travers de la mobilisation citoyenne et ce qu'on appelle plus classiquement les remue-ménages. Donc, en fait, on a fait pas mal de distribution de flyers, de porte-à-porte. Donc, on est vraiment sur de l'échelle très locale où on va essayer d'aller rejoindre les gens pour leur exposer en fait les ressources dont on dispose et puis leur dire, voilà, nous, on vous propose de discuter avec nous de ce que vous aimeriez voir là où vous habitez. Et en fait, on a quand même commencé par cibler des lieux sur lesquels les projets seraient les plus propices. Donc, par exemple, quand on parle de rue ludique, on s'est un petit peu focalisé sur les cul-de-sac parce qu'en fait, on n'a pas de circulation traversante. Donc, on sait que l'impact en termes de... Voilà, l'impact sur la vie des citoyens, parce on sait que la dépendance à la voiture, elle est quand même assez élevée. Donc, on essaye de trouver les lieux où il peut y avoir une réceptivité importante, puis d'aller vraiment discuter avec les citoyens et de proposer ces projets-là, donc vraiment en concertation avec eux. Et puis, au moment de la réalisation, c'est vraiment de faire des activités participatives. Donc, par exemple, quand on parle de marquage au sol, on va faire des formations ou des activités avec les résidents. On implique aussi les jeunes, donc les enfants, etc., pour vraiment créer des lieux à leur image. Donc, alors, j'ai quelques croquis, je peux vous montrer très très rapidement deux petits croquis. C'est vraiment, on est sur de l'échelle micro que je peux vous partager. Puis, je n'ai pas forcément des dessins d'architecte comme Claude, mais ça pourra vous donner une petite idée. Alors, si je partage ça. Donc, voilà, en fait, par exemple, ici, on a un projet en fait, de marquage au sol et éventuellement de saillie. Alors là, on est vraiment sur des discussions réglementaires avec la rue, mais voilà, on propose en fait des choses comme ça. Donc, marquage au sol, mobilier ludique, mobilier urbain, construction par exemple, d'hôtels à insectes, de cabanes à oiseaux. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'offrir des milieux de vie améliorés pour les résidents. Puis là, par exemple, c'est aussi quelque chose d'assez petit où en fait on est sur une rue qui est quand même, c'est un peu une ruelle, mais on est vraiment sur de la réglementation rue où on va venir faire du marquage au sol, proposer des aménagements ludiques, éventuellement bloquer la circulation aussi pour offrir ces zones-là aux résidents. Faire le lien aussi, on a un OMHM qui est d'un côté et on a une rue et de l'autre côté, en fait, ce sont vraiment que des propriétaires un petit peu plus aisés. On sait qu'il y a des liens entre les familles des deux côtés. Donc, en fait, on veut vraiment motiver ces échanges-là à un niveau, encore une fois, vraiment local. Voilà. Merci, Paola. Et donc, Mathieu, de votre côté. Oui, bonjour à toutes et à tous. Mathieu, donc de la Fondation Nouveau Sentier. Moi, je viens vous parler d'un projet qu'on mène à Mastoyache, une communauté Innu située dans ce territoire qu'on appelle le lac Saint-Jean. En gros, il s'agit d'aménager un sentier piétonnier dans la forêt qui borde la communauté. Et puis, ce qu'on vise à travers ça, c'est l'inclusion des jeunes dans l'exécution du chantier, mais aussi dans la détermination des vocations du sentier et éventuellement dans l'animation d'activités ou la mise en œuvre de projets dans le sentier.
Ça s'inscrit vraiment dans des intentions locales de valorisation du milieu naturel à proximité de la communauté, mais aussi de mobilité durable. Le sentier devrait permettre de rattacher des lieux de vie, des différents lieux de vie de la communauté. Donc ça, c'est point de vue local. Après, d'un point de vue de la fondation, on inscrit cette démarche-là dans un processus plus large de laboratoire d'innovation sociale sur l'inclusion des jeunes dans les systèmes de gouvernance. C'est vraiment la question centrale qui nous intéresse au laboratoire. Donc, on voit un peu le projet aussi comme une expérimentation qui va nous permettre de faire des apprentissages et de dégager des perspectives sur comment on fait pour impliquer les jeunes dans des processus décisionnels. Au niveau de l'identité du lieu, bon, c'est sûr que nous, la démarche, on la présente à la communauté puis aux futures communautés comme les camps du grand portage. Donc, on fait référence aux sentiers de portage qui étaient utilisés par les Premières Nations, puis qui le sont toujours d'ailleurs sur leur territoire. Mais c'est sûr que la question de l'inclusion ou de la participation des jeunes dans le processus de décision, on va leur proposer de désigner le sentier, de définir un nom qui serait beaucoup plus adapté culturellement à leur réalité. Donc, ça va se définir dans les prochaines semaines, là, une fois que la neige va être partie fin mai, début juin. Là, on prévoit l'exécution du chantier avec les jeunes du milieu. Donc, voilà, grosso modo, en quelques lignes, là, le projet. Ouais. Et donc, on va pouvoir continuer avec toi, Mathieu. Donc, on se demandait justement, tu sais, je référais aucun projet n'est parfait, on rencontre toujours des obstacles. Donc, pour toi, ça a été quoi les principaux obstacles dans la mise en œuvre de ce projet-là? Ben, écoute, c'est encore un obstacle à lever que je vais évoquer, c'est la participation des jeunes au-delà de l'exécution du chantier. Au niveau du chantier en tant que tel, on a déjà une planification, un horaire établi avec la communauté, puis ça devrait aller rondement. Par contre, c'est plus au niveau de la détermination des vocations du sentier, aussi quel type d'activité ou de projet on veut mettre en œuvre dans le sentier. Là, j'avoue que cette étape-là, elle n'est pas encore complètement réglée avec la communauté. Il y a quand même un contexte assez favorable dans ce milieu-là où la participation citoyenne fait partie des priorités locales aussi du nouveau conseil qui a été élu l'été dernier. Donc, il y a quand même un contexte intéressant pour nous, mais après, c'est le passage à l'action qui est encore problématique. Nous, on a produit un guide de planification participative là, qui présente des scénarios d'activité pour écouter et puis considérer les voix des jeunes. Donc, ça a été soumis à l'organisateur de la communauté avec lequel on travaille. Donc, reste à voir là, comment ça va être reçu par la communauté. Mais c'est ça. Donc, on aimerait vraiment aller plus loin que juste la participation des jeunes dans le chantier pour voir justement s'ils peuvent mettre de la vie dans le sentier une fois que l'infrastructure existe. Donc, cette demande-là, à l'initiative pour les collectivités en santé, elle avait été faite par vous en partenariat avec la communauté. Comment ça marchait, là, la genèse de ce projet? Non, à l'origine, c'est vraiment la fondation qui avait déterminé le potentiel en fait d'aménagement de sentiers dans les communautés. Puis après, on a identifié une communauté justement avec un contexte assez, en tout cas qui nous paraissait facilitant justement dans la mesure où il y a des intentions claires au niveau de la participation citoyenne. Donc, il y a eu une entente qui a été prise avec eux à ce niveau-là. Mais bon, voilà, il y a eu des délais, tout ça, donc on sait ce que c'est. On est encore à se questionner là sur certaines stratégies à déployer pour maximiser la participation des jeunes. Mm-hmm. Bonne chance dans tout ça. Paola, de votre côté, les obstacles que vous rencontrez, ça ressemble à quoi? Effectivement, je pense qu'il y a deux difficultés. Je ne sais pas si c'est vraiment des obstacles, mais des difficultés avec lesquelles on doit composer. La première, c'est que
En fait, notre programme est quelque chose de très jeune. Je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. En fait, j'ai travaillé pour le programme Ruelle Verte à Montréal pendant plusieurs mois. Et en fait, c'est quelque chose de très, très établi qui suffit presque de lancer chaque année. Puis en fait, on reçoit énormément de demandes et encore davantage avec la pandémie, on voit que les demandes sont croissantes et qu'il y a un vrai besoin de verdissement dans les milieux de vie immédiats des gens. Et c'est vrai que là, sur ce nouveau projet, on est sur quelque chose de vraiment très, très… oui, c'est ça, c'est vraiment récent. Donc, les gens n'ont pas forcément cette connaissance de ce qu'on propose. Donc, en fait, c'est vraiment… cette nécessité d'aller rencontrer les gens, d'expliquer qu'est-ce qu'on leur propose, de leur dire que voilà, il y a des ressources disponibles pour pouvoir intervenir à l'échelle locale autour de chez eux. Donc voilà, c'est simplement du temps à passer, à mobiliser, à rencontrer les citoyens, etc. Et puis le deuxième sujet dont je parlais un tout petit peu tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on est aussi sur des sujets qui sont réglementaires. On travaille dans des milieux urbains, en rue. On a vraiment pour objectif de pousser des concepts comme les rues ludiques, les rues écoles, qui prennent en fait des approbations de la ville. Donc, en fait, bien que les relations soient vraiment très bonnes avec les autorités locales, il y a quand même pas mal de sujets à explorer. Des vérifications en tout genre et donc il y a un peu des délais d'approbation qu'on doit avec lesquels voilà on est forcé de composer donc c'est un petit peu ça entre la période de planification, de proposition des projets et la réalisation, il y a quand même du temps entre les deux mais voilà on se dit que de toute façon c'est ce que prend tout projet innovant. Donc voilà, ça suit son cours, mais je pense que c'est les deux sujets sur lesquels on essaie de travailler. Est-ce que vous connaissez, excuse-moi, je recherche la table de quartier de Montréal-Nord? Alors, moi, je suis pas. Enfin, du coup, on n'est pas dans le nord parce qu'on est, on est à Pointe-Saint-Charles. C'est vrai qu'on est quand même très en lien avec les tables de quartier sur différents sujets, que ce soit l'aménagement, que ce soit la sécurité alimentaire, que ce soit voilà, il y a la jeunesse. Il y a quand même pas mal de sujets connexes auxquels on essaye de se raccrocher, puis aussi d'expliquer nos projets. C'est vrai qu'on est présent sur ces tables de quartier pour dire voilà ce qu'on fait, pour se mettre en lien avec les différents acteurs du territoire. C'est vrai que en fait, dans le sud-ouest, l'écoquartier, en l'occurrence, est chapeauté par le YMCA. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'écoquartier, on est quand même assez présent sur ces tables de quartier. Donc voilà. Ouais, c'est ça, je référais à celle de Montréal-Nord en sachant très bien que ce n'était pas votre territoire, bien entendu. Ouais. Mais juste pour dire, je pense qu'ils font cette table en particulier. Je ne connais pas ce qui se passe dans le sud-ouest, malheureusement. Ils font sûrement aussi de belles choses. Mais ils ont fait des très belles actions cet hiver avec les élèves d'une école pour faire un petit parc hivernal. Donc, c'est une initiative qui me semble Mais c'est sûr qu'on avait entendu parler aussi d'un projet, par exemple, de rue ludique, si je ne me trompe pas, c'était à Rosemont. D'ailleurs, rue école d'ailleurs. Donc ça, c'est sûr que c'est exactement les concepts qu'on essaye de pousser. Donc, c'est une bonne chose de voir que ça commence petit à petit à se faire et qu'il y a une demande pour ça. Oui, bon, merci. Et puis, Claude, de votre côté, je vois que vous aviez déjà pensé à cette question-là, des obstacles que vous rencontrez. J'ai cru voir le mot financement dans votre liste. C'est en fait pour un organisme à but non lucratif comme Traçart Visuel, la première problématique, c'est naturellement de trouver le financement. On est un organisme, comme j'ai mentionné, à but non lucratif, donc on n'a pas de fonds, on ne dispose d'aucun financement. Nous, il faut trouver le financement pour tous les projets qu'on entreprend. C'est le premier obstacle et c'est vraiment le point de départ. Un coup qu'on a le financement, toutes les autres choses semblent tomber en place assez relativement facilement. Puis le projet de Sentier des Arts, c'est un projet immense là, pour un organisme comme nous autres. Et ça avance tout le temps. Mais sauf que il n'y avait pas comme je mentionnais, il n'y avait pas de point de départ à ce Sentier des Arts-là.
Et dans nos livres, on avait ce projet-là de créer une espèce d'endroit de rassemblement où les gens pourraient venir se rassembler, être un point de départ un peu, mais on n'avait tout simplement pas le financement, on n'avait pas les moyens. Et la municipalité de Lange-Gardien n'avait pas les moyens non plus de s'impliquer dans le financement d'un tel projet. Fait que quand l'initiative des communautés en santé est arrivée, on a appliqué sur le projet, on a eu le financement. C'est comme si c'était un cadeau du ciel, en fait. Je l'avoue, là, c'était vraiment une journée extraordinaire. Tout le monde fêtait, tout le monde était content. Parce que là, on voyait que ça ancrait le projet. Puis l'autre difficulté qu'on a, c'est que naturellement, comme organisme à but non lucratif, il faut établir notre crédibilité auprès des élus de la municipalité de Lange-Gardien. Puis je dis tout le temps que nous, on a besoin de la municipalité, la municipalité a besoin de nous. Et je cite tout le temps la relation qu'il y a entre la municipalité et Traces Arts Visuels comme une relation absolument et totalement exemplaire. On est presque en symbiose, les deux organismes ou les deux organisations, quand c'est le temps d'implanter des projets. Donc, à partir du moment où on a le financement, la municipalité embarque à pieds joints. C'est sûr qu'il faut convaincre tous les élus. Ce n'est pas tous les élus là, à la municipalité qui croient qu'on devrait avoir un développement monumental à Chamboisé. Ils veulent garder l'âme et l'essence de Chamboisé comme elle est. Donc, il faut que le développement se fasse dans le respect de conserver cette âme-là. Puis, on veut d'ailleurs ça. Un coup que les élus ont été convaincus, bien, à ce moment-là, c'est juste de mettre le projet en place et la municipalité va, par exemple, s'occuper de tout ce qui est de terrassement, d'aménagement physique sur place. Et nous, qu'est-ce qu'on a à faire? Bien, c'est de se procurer le mobilier urbain. On le remet à la municipalité et la municipalité l'installe. Donc, c'est vraiment une collaboration extraordinaire qui existe entre nous deux pour être capable de réaliser ce projet-là. En termes d'obstacles, le gros obstacle, partout, dans tout ce qu'on fait, c'est le financement. Un coup que ça c'est réglé, le reste, ça va quand même relativement bien. Vous devez quand même appliquer, là, être en lien là, avec les ententes de développement culturel. Je sais qu'au Québec, c'est parfois ou même les fonds qui sont qui sont voués au développement de l'offre touristique. J'imagine que ça rentre aussi dans votre vocation. On a des demandes de subventions. Bon. Mais au fil des années, Trace a été fondée en 2014. Donc, ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'on existe, mais vu qu'on a été fondé en 2014, on a quand même été capable d'établir des bases assez solides. Et lorsqu'on fait des demandes de financement, on est capable de prouver que oui, lorsque vous nous donnez l'argent, on est capable de réaliser nos projets et on a déjà réalisé des projets d'envergure. Là, voilà. Ça aide. Ça aide, c'est sûr. Donc, je pense qu'on va faire un dernier petit tour de table là, en 2 minutes là, par personne. Si vous avez eu soit un moment là, inspirant, où vous saviez que c'est un moment là, où vous sentiez que vous alliez avoir de l'impact dans la vie des gens, quelque chose de concret. Là. Je pense que la nouvelle du financement, c'est peut-être ce moment-là pour vous, Claude. Ou sinon, des suggestions, des recommandations là, d'apprentissage que vous avez fait dans les projets jusqu'à maintenant. Donc, soit un moment particulier, soit une recommandation. Claude, je vous invite à poursuivre. Ben, en fait, le moment clé, c'est d'avoir obtenu le financement. Mais une chose qu'on remarque à Chamboisé, les gens, les visiteurs qui viennent à Chamboisé, ils sont vraiment contents de ce site-là. Ils le découvrent. Donc, nous, il fallait exploiter ce filon-là, de dire, OK, les gens qui viennent ici, là, ils en veulent plus. Ils veulent faire partie, ils veulent s'imprégner de cet environnement-là. Donc, on a capitalisé un peu sur cet intérêt-là que les visiteurs avaient pour être capable justement de mettre le projet en marche. Donc, l'enthousiasme des gens et les gens sont fiers les habitants de la municipalité de Lange-Gardien sont très fiers de ce site-là. Et c'est à partir de là que nous, on est capable de mieux travailler et de convaincre les gens. On n'a pas beaucoup de travail d'essayer de convaincre les gens de la valeur de ce site-là. Maintenant, c'est de l'exploiter comme il faut. Ce que j'entends, Claude, et c'est parfois quelque chose, c'est qu'on est qu'on essaie de penser un peu plus large. On va dans toutes sortes de directions, puis on pense beaucoup à essayer de pallier aux faiblesses de nos quartiers, de notre communauté, de notre environnement. Vous, votre projet semble trouver son filon parce que vous misez sur une force qui est déjà un acquis, puis vous voulez l'amplifier finalement. Oui, puis une chose qu'on a faite, c'est qu'au départ,
on n'a pas d'expertise, nous autres, à Trace Art Visuel dans l'aménagement de territoire. Donc, on est allé chercher l'expertise à partir d'une firme et ça a donné beaucoup de crédibilité au projet. Parce que cette firme-là, ils ne sont pas venus pendant 2 semaines, ils ont regardé la place puis ils ont fait leur rapport. Ils ont passé 1 an à toutes les saisons à regarder le site, à l'analyser, à prendre des photos. Et leur rapport était un rapport extrêmement solide qui a été soumis à tout le monde. Et quand les gens ont vu ce rapport-là, ils ont dit oui, c'est vraiment quelque chose avec lequel on veut travailler, puis ça l'a ancré le projet. Ça fait qu'on n'a plus vraiment beaucoup de travail maintenant d'essayer de convaincre les gens parce qu'ils y croient. Bon, merci beaucoup, Claude. Paola, soit une recommandation ou un moment révélateur, un moment inspirant. J'avais hâte à cette question. En fait, il y a effectivement un moment que j'avais vraiment envie de vous partager, un petit peu un point histoire. Donc là, c'est plutôt un moment inspirant. En fait, sur le premier projet que je vous ai présenté, on voyait le 3D avec la saillie verte et puis le marquage au sol sur le côté. En fait, on se situe sur un cul-de-sac dans Pointe-Saint-Charles. Et en fait, lors du remue-ménage qu'on a fait avec les citoyens, une résidente de la rue nous a fait part d'un projet qui avait existé au début des années 70, qui avait été mis en place par des élèves en architecture de McGill et qui ont rédigé un mémoire complet sur la réappropriation d'un espace, de 2 espaces en friche pour en faire comme un lieu d'expérimentation. Ils ont appelé ça les Adventure Playgrounds. Et en fait, ça a été financé grâce à un programme gouvernemental. Et en fait, voilà, ça a fait l'objet de tout un mémoire qui explique comment ils en sont venus à réaliser tout un lieu d'appropriation citoyenne avec des plantations, avec un lieu de fabrication de mobilier en tout genre, en allant récupérer des rebuts des entreprises environnantes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait nécessairement voir se produire parce qu'en termes de réglementation, on est quand même sur une période où voilà, tout est quand même beaucoup plus encadré, etc. Mais j'avais vraiment envie de vous partager, alors je vais partager mon écran très rapidement. Il y a un article qui résume un petit peu, simplement pour vous montrer les images, et je pourrais vous partager les 2 liens aussi dans la conversation. Donc, il y a cet article-là et puis il y a le mémoire complet avec toutes les photos et toute la démarche. Et en fait, ça nous a vraiment... ça nous a permis de comprendre un petit peu comment penser ce projet-là en lien avec l'espace public, parce que c'est sur l'espace public qu'on peut intervenir. Cette zone-là sur laquelle ils sont intervenus, elle appartient aujourd'hui au CN. Donc, on s'est mis quand même en relation avec eux en espérant faire un projet un petit peu double, c'est-à-dire quelque chose de simple, encore une fois, sur ce terrain-là, pour un peu réveiller cette histoire en lien avec notre intervention sur la partie en rue. Mais alors, je vais vous repartager mon écran. Je pense que comme ça. Hop. Ah. Voilà. Donc voilà, en fait, vous voyez les photos de toute cette un peu cette énergie sur ce terrain en friche, où en fait c'est vraiment des jeunes qui se sont rassemblés pour voilà, faire un espace un peu de tout et de rien, et c'est vraiment vraiment fascinant. Donc ça c'est en fait l'extrait d'un article en ligne, mais en fait le mémoire de 83 pages existe aussi. Donc, c'est vraiment bien documenté. Ils expliquent la démarche un petit peu. C'est intéressant ici parce qu'ils ont résumé les activités qui allument, qui animent les jeunes. Donc, que ce soit créer des structures, les démolir, jouer avec différents matériaux, de l'eau, du sable, le feu, on va peut-être éviter, mais voilà, il y a tout un tas de choses comme ça auxquelles on ne pense pas nécessairement et qui sont vraiment un peu à la base du jeu. Donc là, voilà, vous voyez, il y a quand même beaucoup de belles images d'archives. Voilà, une petite chapelle qui avait été fabriquée avec des planches de bois. Donc voilà. Je serais très curieux d'avoir le lien. Hein. C'est quand même drôle de voir ouais.
Et finalement, l'urbanisme tactique et le placemaking datent de pas mal plus Ouais. longtemps qu'on pourrait le penser. C'est ça, exactement. Puis c'est vrai que c'est fait un peu, voilà, tout est fait à la main, les plans, etc. Mais je veux dire que la façon dont ça a été réfléchi, c'est quand même assez poussé. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes impliqués. Donc non, c'est vraiment quelque chose, quand je l'ai découvert, qui a complètement changé ma perspective du projet. Mhm. Donc voilà, quelque chose que je vais vous partager Oui, oui, s'il vous en plaît. conversation. J'imagine que ça démontrait aussi que tes actions s'inscrivaient dans une continuité finalement. C'est ça. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une demande par rapport à ce terrain qui malheureusement n'était pas un terrain public, donc sur lequel on n'avait pas nécessairement le droit d'intervenir. Et donc, c'est vrai que ça nous a quand même fait réfléchir, voilà, comment est-ce qu'on pourrait à la fois proposer un projet qui rentre dans nos objectifs de programme, mais aussi s'assurer qu'on répond à ce que les citoyens veulent. Donc, a priori, il y avait vraiment un fort intérêt pour faire quelque chose de ce lieu qui n'est pas en rue. Et puis lier un petit peu les deux. Mhm. Donc voilà, en tout cas, c'était une belle inspiration. Donc, je vais vous Bon, ouais, merci, partager. merci Paola. Et Mathieu, pour finir, soit un moment d'inspiration ou une recommandation d'apprentissage. Ouais, je vais plutôt y aller en termes de recommandations parce que je trouve que c'est un peu prématuré là, pour parler de moments inspirants. Mhm. Mais un peu en fait dans la lignée de ce que Claude et Paola viennent de nommer, c'est que euh, comme nous on est une organisation nationale, puis l'idée de travailler avec une communauté, je pense les conditions de succès, c'est vraiment de s'inscrire de respecter les intentions locales, puis d'inscrire le projet à l'intérieur de celle-ci. Ça me paraît peut-être un peu basique, là, mais je pense que c'est vraiment une clé fondamentale à respecter. Puisque, en fait, ce que j'aurais peut-être envie de projeter comme hypothèse à la fin de ce processus avec la communauté, c'est qu'on espère vraiment que les apprentissages qu'on va faire au niveau de la participation citoyenne jeunesse puissent être réinvestis, que ça rayonne, que ça soit réinvesti dans la communauté pour d'autres types de projets, puis éventuellement aussi dans d'autres communautés comme la nation. Donc voilà un peu l'espérance plutôt. Bon, ouais, merci. Donc, Gay, je ne sais pas si tu es autour. Je suis sûr que oui. Et je crois que c'est le moment pour moi de te repasser le flambeau. Merci beaucoup. Merci pour toute l'inspiration, tous les projets, tout ce que vous avez partagé avec nous. Je ne vois pas de questions. S'il y a une question, s'il vous plaît, mettez les questions dans le chat. Et alors, je vais demander, Mathieu, vous avez mentionné une guide pour engager les gens, les jeunes. Est-ce que vous pouvez partager le lieu du guide et peut-être dire un petit peu les instructions qu'il y a dans le guide avec nous? Ouais, je peux vous donner les grandes lignes. Pour l'instant, je considère que c'est encore une version de travail, justement, parce qu'avec la communauté, on veut la tester et puis évaluer la pertinence. Mais grosso modo, il y a comme une espèce de continuum qu'on voit à travers la participation des jeunes qui peut démarrer juste avec des activités de consultation, basiquement, où on vient soumettre des orientations, des idées aux jeunes du milieu, puis peuvent partager leur avis par rapport à ça. Ensuite, le deuxième scénario est davantage orienté vers la représentation citoyenne. Donc là, vraiment, les jeunes font partie intégrante du processus de prise de décision. Donc, ils participent aux délibérations, ils participent aux décisions. Et puis, la dernière phase, encore plus impliquante, en fait, on la voit plus sur le volet de l'implication citoyenne, où les jeunes, non seulement ont été impliqués dans les décisions, mais aussi les mettent en œuvre, ces décisions-là, puis participent à la mise en œuvre d'activités ou de projets dans le sentier. Donc, il y a un peu une espèce de gradation qu'on essaye de présenter à la communauté.
Puis bon, on ne veut pas non plus que ça soit forcément vu de manière très linéaire ou itérative. Donc, on va voir avec le milieu là, comment ce type de suggestion ou d'orientation est reçu, puis on adaptera le guide en conséquence. Puis évidemment, ça sera des choses qui font partie des livrables du projet et puis qu'on pourra partager à l'initiative. Puis si ça vous paraît très pertinent de le faire rayonner, on vous laissera évaluer. Hein. Merci. Alors, s'il n'y a plus de questions, c'est le moment de conclure cette séance et de remercier tous ceux qui ont participé. Merci Olivier, Claude, Mathieu, Paola pour cette conversation enrichante et merci pour avoir partagé votre expérience de manière si ouverte. Afin de continuer à apprendre et à améliorer ces sciences, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir répondre à un court questionnaire de rétroaction. Nous allons tout de suite partager le lien au questionnaire par l'intermédiaire du chat et nous le partagerons également par courriel plus tard dans la journée. Nous promettons que cela vous prendra moins de 3 minutes d'y répondre et votre rétroaction nous est vraiment très utile. Nous souhaitons aussi que vous faire savoir que la séance a été enregistrée et que le lien de l'enregistrement sera de plus envoyé par courriel afin que vous puissiez le partager avec d'autres collègues et que le sujet pourra s'intéresser. Nous espérons que vous avez aimé cette séance autant que nous et que vous pouvez vous rejoindre à nous pour de futures séances sur la mobilisation. Nous serons de retour en avril avec une autre séance en partenariat avec ADD Cities sur les communications et comment amplifier votre message. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.